Et on est en direct. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le stream où on parle politique européenne et où la politique européenne vous parle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, malgré les circonstances. Comme vous l'entendez, ce soir, on est en français, parce que notre invitée de ce soir, elle n'est pas française, elle est francophone. Donc on va faire ça en français. Ce soir, donc, nous allons échanger avec la députée européenne portugaise Margarita Marques. Je fais de mon mieux pour prononcer son nom. Je m'excuse par avance pour ceux qui parlent portugais dans le stream. Voilà, je vais faire de mon mieux. Elle a 68 ans, elle a travaillé à la Commission européenne, elle a été députée au Parlement portugais, elle a été secrétaire d'État aux affaires européennes au Portugal. En bref, l'Europe, elle connaît plutôt bien. Maintenant, depuis 2019, elle est députée européenne, elle est membre du groupe des socialistes et démocrates, donc à la gauche de l'hémicycle. Et aujourd'hui, elle est vice-présidente de la commission des budgets, elle est membre de la commission sur le commerce international et elle est suppléante en commission des affaires économiques et monétaires. Dans ces commissions, elle travaille principalement sur le budget européen, bien évidemment. Elle est co-rapporteure sur le budget 2021-2027. Elle travaille sur la gouvernance économique européenne et, au rang des nouvelles politiques, sur le mécanisme d'ajustement aux frontières. Donc, on va parler de tout ça pendant l'heure qui vient. Mais avant qu'on commence notre conversation, comme d'habitude, je rappelle brièvement les règles du jeu sur le stream, au cas où il y aurait des gens qui seraient nouveaux avec nous. Donc notre invité sera avec nous pendant à peu près 1 heure, après quoi elle pourra partir et profiter du reste de sa soirée, et vous devrez rester avec moi pendant encore une petite demi-heure pour que je puisse faire un petit débrief avec vous, discuter de ce que vous avez pensé de l'interview, revenir sur des questions qu'on n'a pas pu traiter, donner des éléments de contexte, etc. etc. J'ai préparé mes questions de mon côté, comme d'habitude, et j'en ai collecté d'autres via Reddit. Mais comme d'habitude aussi, vous pouvez poser vos questions via le chat, c'est là pour ça. Je vais garder un œil dessus et je piocherai dans vos suggestions. Donc n'hésitez pas à participer, à réagir. Si vous êtes sur Twitch ou sur YouTube, vous pouvez poser vos questions. Si vous êtes sur Twitter, cliquez sur le lien pour aller sur Twitch et vous pourrez poser vos questions. Mais comme d'habitude, faites ça dans la bonne humeur et sans spammer. Donc le but de ces interviews, c'est un peu de vous aider à mieux comprendre qui sont vos représentants à Bruxelles, qu'est-ce qu'ils font, observer la diversité, que ce soit politique ou nationale. Ce soir, on n'a qu'une socialiste portugaise, et voir un peu cette subtilité de la politique européenne, qui plus est dans un contexte aujourd'hui international et européen où il y a beaucoup d'actualités, et on va en parler, je pense à l'Ukraine, on va en parler un petit peu. Comme toujours, on parlera que de politique européenne, donc pas de politique nationale, à moins que ça soit en rapport avec l'Union européenne. Donc gardez ça en tête au moment de poser vos questions. Sur ce, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Bonsoir Margarita Marques. J'essaye encore une fois de prononcer votre nom, n'hésitez pas à me corriger, désolé. Donc bienvenue et merci d'avoir pris le temps ce soir de venir avec nous pour répondre à nos questions. Donc vous m'avez entendu faire ma petite introduction. Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai oubliés dans votre biographie ou dans votre parcours professionnel avant de devenir députée européenne? Bon, je ne sais pas si vous... Bonsoir. D'abord, je voulais féliciter cette plateforme des assistants parlementaires, ou d'ex-assistants parlementaires. Je trouve que c'est une initiative que je dois saluer, parce Merci. que cela veut dire que l'intérêt pour le Parlement européen, l'intérêt pour l'Europe, c'est toujours rester chez vous. Donc moi-même, j'ai des assistants qui travaillent dans cette maison au minimum si beaucoup que moi. Mais peut-être parfois plus, et qui sont vraiment exceptionnels et qui sont, je dirais, les éléments clés du travail parlementaire. C'est-à-dire, un parlementaire ne peut pas avoir des résultats et avoir un travail parlementaire décent s'il n'a pas une équipe d'assistants qui soit effectivement très connaisseurs de la maison. Ça, c'est la question, à mon avis, être connaisseur de la maison. Donc, ce que vous avez oublié, je ne pense pas. Donc, bien évidemment, j'ai 68 ans, donc j'ai fait d'autres choses que celles que vous avez identifiées. Si je peux ajouter quelque chose, je dirais que été la première femme élue secrétaire générale d'une organisation politique au Portugal en 1981. Secrétaire général de la jeunesse socialiste. Donc, D'accord. c'est le seul mot que j'ajoute à vos observations. Non, et c'est une très bonne remarque à faire, effectivement, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être noté. Mais du coup, voilà, vous avez eu un parcours qui est quand même très européen, que ce soit la Commission européenne, dans votre propre gouvernement, et d'où ça vient, en fait, cet engagement européen? Quel a été pour vous le déclic? Vous avez dit, voilà, je veux m'intéresser à l'Europe, je veux travailler à l'Europe. Parce que j'étais députée au Parlement national au moment que les négociations de l'adhésion du Portugal à l'Union européenne sont terminées.
c'est-à-dire le Portugal après la révolution démocratique de 1974, en 1977, a demandé son j'habite à Bruxelles, a demandé son adhésion à l'Union européenne, à la communauté économique européenne à l'époque. Et les négociations se sont déroulées et finalement, en 1985, Portugal a signé le traité d'adhésion. Cela veut dire que c'était justement quand j'étais au Parlement national qu'on a terminé les négociations. Mais à ce moment-là, je n'ai pas voulu venir travailler aux institutions européennes. J'ai quitté le Parlement, je travaillais au ministère de l'Éducation, dans le domaine de l'éducation, et voilà, c'est là, dans le domaine de l'éducation, que j'ai commencé à travailler avec les institutions européennes. J'étais représentante du ministère de l'Éducation dans un comité consultatif du programme à l'époque PETRA. C'était un programme d'enseignement professionnel et de mobilité des jeunes qui étaient en enseignement professionnel et qu'aujourd'hui est intégré dans Erasmus+. Donc, cela veut dire que c'est à partir de là que j'étais plus en plus proche des institutions européennes et surtout de la politique européenne qui m'enthousiasmait énormément. C'est-à-dire, j'ai très tôt compris que c'était en Europe qui était la place du Portugal. Portugal était un pays qui était isolé jusqu'à 1974, mais effectivement, notre appartenance était à l'Europe. Et c'est ça qui m'a enthousiasmée. Alors, vous l'avez dit, le Portugal, à un moment donné, était isolé. Vous avez vécu sous une dictature au Portugal jusqu'aux années 70. Et aujourd'hui, au Parlement européen, on parle d'un autre conflit avec un pays isolé et qui fait face à une autocratie. C'est l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a une session extraordinaire du Parlement européen pour justement parler de la situation en Ukraine. On a entendu tous les présidents des institutions européennes, Mme von der Leyen, M. Michel, etc., etc. On a aussi entendu le président ukrainien, M. Zelensky, et le président du Parlement ukrainien s'exprimer. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé des discours d'aujourd'hui que vous avez pu entendre sur la situation en Ukraine? Bon, c'est difficile de vous répondre à la question « qu'est-ce que j'ai pensé ?» Peut-être, pour moi, la question, c'est « qu'est-ce que j'ai senti ?» Parce que c'était vraiment une énorme émotion. C'est-à-dire, presque tous les députés étaient là. Donc, il n'avait pas même des chaises suffisantes pour tous les députés parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, il avait une réduction du nombre de députés qui pouvaient être en salle. Mais surtout, les galeries étaient pleines de citoyens et citoyennes ukrainiens. Donc, ça a été, et surtout, les discours ont été très politiques, mais dans une situation d'émotion énorme, parce qu'il y avait d'abord une résolution qui allait être votée et qui avait eu le soutien de toutes les familles politiques au Parlement européen. Et surtout, la séance ce matin a mis en évidence l'unité des institutions, travailler ensemble, les différentes institutions de l'Union européenne, et en même temps, un moment de solidarité avec l'Ukraine, de rejet de l'attitude de la Russie et surtout de l'attitude de Poutine, et dans une stratégie de futur. C'est-à-dire, il fallait penser au day after, parce que c'est très important la solidarité avec l'Ukraine maintenant, mais il faut penser au day after, avec les défis avec lesquels l'Union européenne sera confrontée, et l'Ukraine aussi, dans le cadre des relations entre l'Union européenne et l'Ukraine. Ça a été vraiment un moment d'émotion et de partage de solidarité. Oui, on pouvait d'ailleurs, enfin, moi j'ai écouté la version anglaise des discours et on pouvait entendre l'interprète, puisque évidemment le président Zelensky s'exprimait en ukrainien, on pouvait entendre l'interprète qui était pris par l'émotion. Mais justement, puisqu'on parle des discours, il y a eu Josep Borrell, donc le haut représentant aux affaires étrangères européennes, qui a déclaré dans son propre discours aujourd'hui que en fait, les sanctions que l'Union européenne a prises contre la Russie, c'était en quelque part l'acte de naissance de l'Europe géopolitique, au-delà des discours.
Est-ce que vous pensez que vraiment, il y a eu un avant et un après pour l'Europe, que le 24 février a recommencé, a représenté pour l'Union européenne? Je pense qu'il faut, d'une certaine façon, comparer la capacité de réaction de l'Union européenne maintenant avec la capacité de réaction de l'Union européenne après la crise du Covid. C'est-à-dire, en 2020, l'Union européenne a réussi à créer une réponse européenne à la crise sanitaire et économique. Et pour la première fois, a créé un fonds, le Next Generation EU. D'abord, le nom, c'est très intéressant et ça donne un message clair de l'intention de la création de ce fonds. Pour la première fois, ce fonds a été créé pour appuyer les États membres. Et ça, on a réussi à avoir l'unité de l'Union européenne. Et il faut ne pas gaspiller les innovations. Et dans ce cas, on est dans une situation pareille. C'est-à-dire l'Union européenne, les 27, ont réussi à rester ensemble pour donner une réponse à la crise. Et ce qui est très important, c'est pourquoi je disais avant, il faut penser au futur. C'est-à-dire, Josep Borrell a complètement raison. Je pense qu'il a fait un discours très important, très politique, à mon avis, le meilleur discours de Josep Borrell depuis qu'il est haut représentant, parce que je le connaissais avant, quand j'étais jeune déjà, et lui aussi un peu plus jeune. Mais je dirais que je dois dire qu'aujourd'hui, il a fait un discours politique très important. Et je donne un exemple. Et ça, c'est un exemple qui est très cher à la France, mais que la France n'avait pas encore réussi jusqu'à un moment à convaincre ses pairs, c'est-à-dire c'est la politique défense. La politique défense, par exemple, le rôle de l'Union européenne dans le cadre géostratégique, géopolitique, la capacité de créer et de rendre plus fort cette identité européenne dans le cadre de la politique de coopération extérieure et dans la défense, à mon avis, comme j'ai dit pour l'innovation à la crise Covid, ici aussi, on ne peut pas perdre ce qu'on a déjà acquis. Et donc ça va clairement marquer notre futur ensemble. Alors, une dernière question sur l'Ukraine avant qu'on change de sujet. Un autre des grands débats qui a eu lieu aujourd'hui, notamment suite à la signature de l'acte d'adhésion par l'Ukraine. Donc, l'Ukraine a officiellement fait acte de candidature pour rentrer dans l'Union européenne. Et donc, il y a un grand débat. Il y a eu un débat aujourd'hui sur est-ce que l'Ukraine doit rentrer dans l'Union européenne et est-ce que, entre guillemets, il doit avoir une procédure accélérée pour rentrer dans l'Union européenne. Bon, l'Ukraine a demandé son adhésion à l'Union européenne. Moi, je dois rappeler que Portugal a demandé son adhésion en 1967 et a adhéré en 1986, 1er janvier 1986. Mais ce qui est important, je ne sais pas si c'est une procédure accélérée ou pas. C'est une volonté politique que l'Ukraine a manifesté de vouloir devenir membre de l'Union européenne. Et quand l'Ukraine prend cette décision, l'Ukraine est bien consciente de ses responsabilités, notamment de respecter les critères de préadhésion, les critères de Copenhague, les droits fondamentaux, le respect des minorités, l'état de droit, donc à toutes les conditions que l'Ukraine doit respecter. Et ça, nous savons qu'il faut un effort du côté ukrainien pour arriver à ces critères, à respecter l'acquis communautaire dans toutes ses dimensions, valeurs, droits, etc., économie. Donc, ça, c'est très important. Mais pour répondre directement à votre question, c'est une question de volonté politique. C'est-à-dire, si on a la volonté politique pour accélérer la procédure, on peut respecter toutes les démarches nécessaires pour que l'Ukraine puisse devenir État membre candidat à l'Union européenne. Donc ça, c'est important. Et il faut, comme vous savez, il n'y a pas unanimité au Conseil sur l'élargissement.
La France a toujours eu une position très réservée sur des nouveaux élargissements, mais c'est pourquoi, à mon avis, ce qui est important ici, c'est la volonté politique. Mais clairement, ça exige un effort du côté ukrainien, un effort du côté de l'Union européenne. Donc, volonté politique est le mot-clé. D'accord, ok, bah écoutez, c'est très clair. Maintenant, même si on pourrait passer l'heure entière à parler de l'Ukraine, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je propose qu'on passe un petit peu à ce que vous faites entre guillemets, en temps normal au Parlement européen, dans vos commissions parlementaires. Donc on va commencer par parler de votre rôle de rapporteur sur le budget européen. Donc vous êtes co-rapporteur sur le budget européen sur la période 2021-2027, mais comme le nom l'indique, 2021 c'était l'année dernière, donc le budget il est déjà en œuvre. Donc qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en tant que co-rapporteur? C'est quoi votre job maintenant? Bon, d'abord, quand vous dites des temps normaux au Parlement européen, je pense que les temps ne sont jamais normaux. C'est pas faux, Donc, c'est pas faux. Effectivement, on a été élu en 2019. En 2020, on a eu la crise Covid, donc la crise sanitaire. Et d'abord, on était justement, les négociations du cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire du budget pluriannuel 21-27, étaient en cours, les négociations. Mais au moment où nous étions à négocier le budget pluriannuel, il y a la crise qui est tombée sur nos têtes. Donc, il fallait trouver la réponse européenne à la crise. C'était évident que le budget normal de l'Union européenne n'était pas suffisant. Il fallait mobiliser, et c'est là qu'on a créé le fonds de Next Generation EU, qui est inscrit sur le budget de l'Union européenne. C'est-à-dire, il y a une ligne budgétaire dans le budget pour supporter les dettes provenant des intérêts de la création du fonds du Next Generation EU, c'est-à-dire au fonds de relance économique. Donc, la première perturbation dans les négociations. Donc, on a dû pas seulement négocier le cadre financier pluriannuel, mais aussi les liens entre le fonds de relance et le cadre financier pluriannuel. Et surtout, à cette époque-là, on a dû être très rapide. C'est-à-dire, il a fallu, par exemple, introduire plus de flexibilité au fonds de cohésion pour donner aux États membres la capacité d'acheter du matériel médical, des médicaments, etc. Donc, nous, on a dû donner le support budgétaire parce que le Parlement européen est l'autorité budgétaire pour ça, avec une énorme flexibilité. Donc, on a pris des décisions en 2-3 jours qui normalement prennent 6 mois pour être prises. Donc, cela veut dire qu'on a travaillé. Maintenant, dans la commission des budgets, nous avons un défi additionnel et c'est pourquoi nous avons une proposition de la commission d'introduire une modification dans le budget pluriannuel. Pourquoi? Parce que la commission a proposé le Fit for 55, c'est-à-dire le paquet climat, avec différentes initiatives législatives. Nous avons un objectif politique, être une économie neutre en carbone en 2050. Mais pour cela, il faut travailler. Ce n'est pas seulement parce que nous décidons qu'en 2050, on sera neutre en carbone que c'est fait. Non, il faut travailler. Il faut un travail énorme, un engagement énorme des États membres. Il faut fermer des mines de charbon, il faut changer des équipements dans certaines industries, il faut faire la transition énergétique. Tout ça coûte l'argent. Et surtout, il y a un impact social de toutes ces mesures. C'est-à-dire, quand on ferme une mine, par exemple, ou quand on change l'équipement dans une usine quiconque qui a besoin de changer tout son équipement pour avoir une efficience énergétique plus importante. Donc, parfois, tout ça, normalement, va créer un impact social. Et donc, il faut mitiguer cet impact social. Et c'est pourquoi la Commission européenne a proposé
la création d'un fonds social climat, justement pour mitiguer l'impact social du climat. Mais dans l'MFF, dans le cadre financier pluriannuel, donc dans le budget 2021-2027, on a créé des objectifs. Par exemple, en matière climat, nous exigeons que 30% de l'argent soit utilisé dans la transition climatique. Mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas dire qu'il faut utiliser 30% et après on va dormir un petit peu et attendre la fin du programme. Non, il faut faire le monitoring de toute l'utilisation de l'argent pour voir qu'il est bien orienté, ces 30% pour le climat. Donc, ça, c'est une dimension. L'autre dimension, c'est très important dans le comité des budgets, c'est exactement quand on a créé le fonds de relance, on a dit que ce fonds, on a accordé entre le Conseil, la Commission et le Parlement, que ce fonds ne sera pas payé par des nouvelles ressources propres, des ressources propres qui sont liées aux priorités politiques. Parce que nous disons, il faut être plus actif dans la transition climatique. Alors, on va créer des nouvelles ressources propres dans le système du marché du carbone, ou créer au Carbon Border Adjustment Mechanism, c'est-à-dire une taxe sur les carbones dans les frontières, ou par exemple, si nous voulons un système fiscal plus juste pour tout le monde, on va taxer, on va imposer, créer des impôts pour les entreprises sur les digitales. Donc, on a un calendrier pour introduire des nouvelles ressources propres. Mais une fois de plus, il y a tout un processus, une procédure d'adoption de toutes ces ressources propres. Et donc, ça, c'est aussi une compétence de la Commission des budgets. Et je pouvais continuer, mais je m'arrête ici, mais seulement pour dire que ce n'est pas parce que le budget est approuvé que maintenant nous sommes plus disponibles. Donc, il faut assurer qu'il est réalisé et que l'ambition politique qui est derrière le budget est respectée et nous pouvons atteindre ces objectifs politiques. Écoutez, vous avez déjà en fait mentionné un petit peu le sujet que je voulais discuter après, qui est la question des ressources propres. Donc les ressources propres, pour l'audience, c'est le financement que l'Union européenne est capable de dégager pour elle-même. C'est sa manière de s'autofinancer, puisque le budget européen aujourd'hui, il est financé aux 2 tiers par les États membres. Donc la contribution, c'est le budget français qui va contribuer au budget européen, le budget portugais, etc., etc. Ça représente les 2 tiers. Et évidemment, ce que ça fait, c'est que les États membres ne sont pas forcément très partants pour mettre plus la main au portefeuille, hein. Donc l'idée c'est qu'il faudrait que l'UE puisse s'autofinancer via ses ressources propres. Donc vous avez mentionné déjà un certain nombre de ressources potentielles, hein, le mécanisme d'ajustement carbone, vous avez mentionné la taxe sur le numérique. Est-ce que c'est suffisant en termes d'autofinancement, ou est-ce qu'il y a d'autres ressources potentielles que l'Union européenne pourrait chercher à avoir pour accroître son budget ? Cette question des nouvelles ressources propres pour augmenter le budget de l'Union, c'est aussi, comme je disais avant, une innovation. Parce que nous sommes habitués, tous les 7 ans, quand on discute le budget pluriannuel, le débat auquel nous assistons est-ce que les États membres vont payer 1% de son produit interne brut, ou 1,14, ou 1,17, ou 1,09, ça c'est le débat. Les États membres, ensemble, écrivent une lettre aux institutions en disant « Nous ne donnons 1 euro de plus pour le budget de l'Union européenne ». Donc ça, c'est un débat qui n'a pas de sens. Donc, moi, je me rappelle de Jacques Delors qui disait, quand il était président de la Commission, le débat sur le budget n'est pas sexy. Et c'est vrai que le débat n'est pas tellement sexy quand on discute du budget. Mais effectivement, quand on discute le budget, surtout parce que nous ne disons pas le budget pluriannuel, le nom qu'il a, c'est cadre financier pluriannuel. C'est-à-dire, il y a les objectifs politiques qu'on va financer. Et au lieu de discuter les 0,9 ou 0,92 ou 94 ou 97, c'est complètement bizarre et que les citoyens ne comprennent pas, ce qu'il faut effectivement discuter, c'est l'ambition politique de l'Union européenne et comment
financer cette ambition politique. Et cette idée de créer de nouvelles ressources propres, c'est-à-dire des nouvelles sources de financement pour le budget de l'Union, est important et urgent maintenant pour le repaiement du fonds de relance, mais c'est aussi une innovation qu'on ne peut pas perdre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit se maintenir pour assurer d'abord un budget plus ambitieux pour soutenir l'ambition européenne et surtout éviter le débat entre les États membres si on va payer 1 euro de plus ou 1 euro de moins. Ça, c'est très important, à mon avis, et c'est pourquoi ce débat intéresse. Et alors, vous l'avez mentionné, hein, l'Europe a des grandes ambitions politiques, moi, elle devrait avoir des grandes ambitions politiques, mais le budget européen, aujourd'hui, ça représente 1% du PIB européen. Donc, ça paraît pas grand-chose. Est-ce que, j'ai un peu répondu à ma propre question, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour remplir les ambitions politiques que l'Union européenne a? Non, pas du tout. Donc, effectivement, quand on regarde 1%, est lié aussi à ce que sont les responsabilités de l'Union européenne et les responsabilités des États membres. Mais ce n'est pas du tout suffisant parce que c'est très simple de demander des nouvelles exigences à l'Union européenne et si on n'a pas le budget, le financement nécessaire, on ne peut pas supporter ces exigences. Je pense par exemple à la défense. On a déjà un fonds pour la défense, mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Et l'ambition, et si je prends les mots de Joseph Borrell aujourd'hui au Parlement, ou si je prends l'ambition de la présidence française dans ce domaine, bien évidemment, il faut augmenter le budget de l'Union européenne pour la défense ou pour avoir un rôle stratégique beaucoup plus important. Donc, c'est ce débat qu'il faut faire. C'est lier les priorités politiques et l'ambition de l'Union européenne à la capacité de financement du côté de l'Union européenne. Une de vos fonctions dans le cadre de la commission du budget, c'est de s'assurer que les fonds européens sont bien utilisés. Or, il y a un scandale qui a commencé il y a quelques mois maintenant, en lien avec le président de la Cour des comptes européenne. Donc la Cour des comptes européenne, c'est l'institution qui, en principe, est en charge de s'assurer que le budget européen est bien utilisé. Or, le président de la Cour des comptes européenne, il est accusé d'avoir mal utilisé, voire même d'avoir détourné de l'argent européen. Donc est-ce que alors c'est un sujet sur lequel la commission des budgets a fait une audition. Comment vous vous positionnez sur cette affaire? Est-ce qu'il y a vraiment des choses louches qui se passent? Qu'est-ce que doit faire le Parlement européen? Comment vous vous positionnez? Bon, nous ne pouvons pas. Il y a, au-delà de la commission du budget, il y a une commission de contrôle budgétaire, qui est la commission compte, qui a surtout ce rôle que vous venez de rappeler. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est qu'il y a un équilibre entre les plusieurs institutions européennes et dans des situations pareilles, il n'a pas été condamné, mais dans des situations pareilles, il y a les institutions qui puissent agir pour éviter ou en cas de besoin pour pénaliser des attitudes qui ne sont pas propres aux membres des institutions européennes. Je ne veux pas dire que c'est le cas, mais de toute façon, il y a une protection, il y a, je dirais, il y a le travail conjoint des différentes institutions est suffisant pour protéger le bon usage de l'argent des citoyens européens. Donc, c'est notre obligation, c'est que l'argent que les citoyens payent pour le budget européen soit bien utilisé. D'accord. Alors, passons un peu aux questions économiques d'une manière générale. Je pense notamment à la commission Econ, dans laquelle vous êtes suppléant. Donc, vous travaillez sur la gouvernance de l'économie européenne. Alors, est-ce que je suis pas économiste moi-même, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la gouvernance économique européenne? Moi, j'étais rapporteur du rapport qui a été adopté par le Parlement européen juillet dernier, justement pour la révision des règles de gouvernance économique.
parce qu'il existe des règles, le pacte stabilité et croissance. Donc, ça, c'est le plus simple, parce que nous tous, on a déjà entendu parler qu'un État membre ne respecte pas les critères de la dette, qu'il est trop endetté, qu'un État membre ne respecte pas les critères du déficit parce que le déficit est trop élevé et la Commission européenne peut attribuer des sanctions, proposer des sanctions contre les États membres pour qu'ils respectent ces critères. Donc ça, c'est le discours que nous connaissons de la gouvernance économique. Mais ce qui est important dans la gouvernance économique, c'est qu'elle doit être plus transparente, plus démocratique et plus simple. Les règles doivent être plus simples parce que les citoyens ne comprennent pas ces règles. Donc, et il faut avoir en tête que les règles ont été fixées en 1995 à Maastricht. Donc, c'est les critères de Maastricht. Et la situation économique aujourd'hui et la situation des marchés financiers, c'est complètement différent de ce qui était en 1995. Parce que les taux d'intérêt, par exemple, aujourd'hui sont autour de 1% ou au moins d'1% ou 0%, tandis qu'en 1995, elles étaient de plus de 10%. Donc, il y a effectivement la soutenabilité de la dette aujourd'hui doit être regardée d'une façon complètement différente de ce qu'on avait en 1995. C'est pourquoi les critères de Maastricht ne sont plus d'application. Et surtout, ce que nous regardons, c'est que la gouvernance économique de l'Union européenne, et que nous regardons par exemple à l'évolution de l'investissement, à la croissance économique, elles sont autour de 0,3%. Il y a un déficit d'investissement public. La croissance économique dans la dernière 10 années est très petite. Et donc, il faut effectivement avoir des règles qui puissent promouvoir l'investissement et la soutenabilité de la dette. Donc, et c'est ça que nous discutons. Mais pour atteindre ces objectifs, il y a tous les mécanismes dont je parle de ce que nous appelons le semestre européen, c'est-à-dire c'est la coordination entre les États membres à différents moments, c'est-à-dire d'abord sur l'ambition économique, deuxièmement, comment chaque État membre va développer sa politique économique pour participer à cette ambition, contribuer à cette ambition économique et finalement respecter des critères. Et c'est ce dialogue entre la Commission européenne et les États membres qui doit se développer en toute transparence et démocratie et surtout que les États membres et les citoyens puissent comprendre. Je donne un exemple. Nous avons eu la crise financière en 2011 et certains gouvernements, y compris le mien au Portugal, ont développé des politiques d'austérité, ont coupé les salaires, ont coupé les pensions, ont coupé des droits sociaux et en disant toujours, il faut faire ça parce que la Commission européenne nous oblige. Ça, c'est faux, c'est complètement faux. Il y a des objectifs à atteindre, mais c'est chaque État membre qui doit décider dans le cadre de sa constitution, son parlement, son gouvernement, qui doit décider quelle politique développer. Ce n'est pas la Commission européenne qui dit aux États membres il faut suivre cette politique ou une autre politique. C'est les États membres qui doivent décider leur politique. Et ça, c'est très important. Dans le cadre de respect de certains objectifs, qui sont des objectifs, notamment pour la stabilité
de la monnaie unique et pour la stabilité économique en Europe. Mais il faut que les citoyens comprennent ça. Donc, quand les États membres disent qu'il faut prendre cette décision politique parce que Bruxelles nous l'exige, c'est un mauvais service que les leaders politiques sont en train de faire auprès des citoyens. Parce que l'image négative de l'Union européenne, d'une part, et ça crée une opposition à l'Union européenne. Et donc, ça peut donner très bien pour les partis qui sont au gouvernement. Donc, nous voulions faire une bonne politique, mais Bruxelles ne nous a pas donné la permission de le faire. Donc, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas sérieux. Et ça, à mon avis, c'est un débat qu'on peut toujours faire. Mais ça, à mon avis, c'est aussi à l'origine des mouvements populistes dans certains États membres de l'Union européenne. Justement, vous avez déjà répondu à une question que j'avais prévue de côté, qui était justement la perception qu'ont les gens du semestre européen, donc vous avez très bien recouvert ça, donc je ne vais pas y revenir. En revanche, toujours sur la question de la perception des citoyens, l'Europe n'a pas la meilleure des réputations en matière de politique économique, notamment depuis la crise grecque, et avec beaucoup de gens qui ont eu l'impression que l'Europe a été très brutale dans sa manière de gérer la crise grecque. Avec le recul qu'on a maintenant sur cette crise, comment vous analysez la gestion européenne de la crise grecque? Est-ce que ça a été trop brutal? Est-ce que ça a été nécessaire? Donc, comment vous analysez ça? Donc, la réponse européenne a été brutale par rapport à la perception des citoyens sur l'Union européenne. Mais, à mon avis, il faut aussi regarder, et ce qui est important, c'est que l'Union européenne a appris. Et c'est pourquoi la réponse 10 ans après, pour la crise sanitaire, l'Union européenne a réagi d'une façon complètement différente. Parce que la grande différence, c'est qu'en 2011, quand l'Union européenne a signé des Memorandum of Understanding, quand la Commission, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international ont signé des Memorandum of Understanding avec la Grèce, avec le Portugal, avec l'Irlande, avec l'Espagne. Par exemple, au moment où le Portugal, pour se financer, allait au marché financier et payait 7-8% de taux d'intérêt, à ce moment-là, l'Allemagne payait 0,1% de taux d'intérêt. Donc, et il y a eu une énorme pression auprès des pays qui étaient dans une situation plus difficile comme le Portugal, la Grèce ou l'Irlande. Donc, il y a eu clairement une mauvaise politique économique, une mauvaise politique budgétaire, un déficit de solidarité du côté de l'Union européenne. Cette fois-ci, on a appris. Et la réponse a été une réponse européenne. Et c'est la Commission, avec la création du Fonds de relance, du Next Generation EU, c'est la Commission qui va au marché chercher l'argent dans un statut de AAA auprès des marchés financiers. Et après, cet argent est distribué par les États membres. Donc, cela veut dire que le taux d'intérêt que le Portugal paye, c'est exactement le même que le taux d'intérêt de l'Allemagne ou quelques autres pays. C'est-à-dire la solidarité, il y a eu un partage de responsabilité, un partage de solidarité, et on a eu ce qu'on appelle Eurobonds, effectivement. C'est-à-dire cette inégalité entre pays n'a pas existé dans ce cas. Les pays se financient tous au même taux d'intérêt, à la même taux d'intérêt. Et alors, du coup, puisqu'on parle du Next Generation EU, donc ce fonds spécial en parallèle du budget européen normal qui a été créé dans le cadre de la crise Covid, une question qui a émergé, puisque c'est un fonds de 750 milliards, c'est pas rien. Comment est-ce que l'Union européenne va rembourser ces 750 milliards? Parce que normalement, l'Europe n'a pas le droit d'avoir des déficits. Voilà.
Pour la première fois dans le budget 2021-2027, il y a une ligne budgétaire dette. Mais comment on va financer? C'est exactement via les nouveaux ressources propres. Des nouvelles sources de financement qui seront créées dans un calendrier qui est prévu. Il faut un grand engagement politique pour respecter ces compromis. D'ailleurs, comme j'ai dit, il y a un accord interinstitutionnel et ce fonds doit être payé par des nouveaux ressources dans un calendrier 2028-2058. D'accord. Oui, 2028-2058, oui. Alors, une de ces ressources propres sur laquelle vous travaillez, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors, derrière ce grand nom, qu'est-ce que c'est concrètement? La question c'est très simple. Et je sais que la présidence française est très mobilisée pour approuver le CBAM, ce mécanisme de carbone aux frontières, pendant ce semestre. Mais ce qui est important, c'est que il faut que le commerce soit juste. C'est-à-dire, si nous sommes en train d'exiger aux investisseurs européens de faire la transition climatique et notamment de faire la transition énergétique, de changer des équipements, d'avoir plus d'efficience tout cela, nous sommes en train d'exiger aux employeurs et aux investisseurs, ça va augmenter le prix des produits. Et donc, quand vous importez des produits des pays tiers, des pays qui n'ont pas la même préoccupation et le même engagement climat, et parfois ne respectent pas même les droits sociaux, et donc il y a ici aussi un dumping social, mais CBAM, ce n'est pas pour le dumping social, mais c'est surtout les prix de production des produits dans des pays tiers sont des prix plus bas. Cela veut dire qu'il y a une concurrence qui n'est pas juste entre les produits produits dans l'Union européenne et dans les pays tiers. Et donc, le taux de carbone aux frontières veut justement réduire cette concurrence qui n'est pas loyale entre les investisseurs dans l'Union européenne et les investisseurs dans des pays tiers. Ça, c'est la question clé qui est à l'origine de la création de cette taxe carbone aux frontières. C'est d'abord réduire le carbone et après, cette réduction du carbone ne peut pas mettre en cause une concurrence juste entre les investisseurs européens et non européens. Une critique qui est faite sur ce mécanisme d'ajustement carbone, c'est qu'il serait en violation de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, la Commission européenne dit que non, il n'y a pas de souci. Les pays tiers disent non, on va attaquer ça devant l'OMC. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a un vrai risque ou pas? Théoriquement, ça pourrait exister ce risque. Mais je pense que la proposition de la Commission est très, très exigeante dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire la proposition telle qu'elle nous a été présentée par la Commission européenne, les règles de l'Organisation mondiale du commerce sont respectées. Parce que si, à mon avis, c'est une ambition juste, cette concurrence loyale, d'une part, et d'autre part, la réduction du carbone, bien évidemment, la dernière chose qu'on a besoin, c'est d'entrer en conflit avec l'Organisation mondiale du commerce parce qu'on ne respecte pas les règles. La proposition de la Commission respecte effectivement les règles et surtout, il y a une énorme préoccupation des institutions de respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Vous avez mentionné la question du dumping social au niveau international, et donc le mécanisme d'ajustement carbone ne traite pas de ça. Mais du coup, comment, dans le cadre du commerce international de l'Union européenne avec les pays tiers, comment traiter ces questions du dumping social? Oui, voilà. Ça, c'est une question qui est politiquement très importante
et que nous traitons justement aussi dans la Commission de commerce international. Parce que moi, je défends depuis longtemps que les accords commerciaux, et je sais que les Français ne sont pas très enthousiastes des accords commerciaux, moi, je suis enthousiaste quand ils sont la nouvelle génération, ils sont bien faits et surtout traitent ces sujets. C'est-à-dire, les accords commerciaux doivent être des instruments privilégiés pour régler la globalisation. Je dirais même que c'est le seul instrument dont nous disposons pour régler la globalisation. Parce que quand on signe un accord commercial avec une région, avec un pays, il faut que l'accord commercial soit complètement clair en ce qui concerne le dumping social, le dumping de l'environnement, le respect des droits humains, le respect des droits sociaux. Tout ça doit être dans les accords commerciaux. Et comme ça, les accords commerciaux, et je pense que la préoccupation de l'Union européenne pour ce que nous pouvons dire la nouvelle génération des accords commerciaux, c'est justement dans ce sens. C'est-à-dire, on fait du commerce, on a des règles de préférence avec certains pays et certaines régions, mais ces règles doivent être basées à des valeurs et à des droits sociaux et environnementaux. Et en parlant de ça, alors c'est pas un accord commercial, c'est un accord d'investissement. Il y a un accord avec la Chine qui a été, signé formellement, enfin sur le papier, un accord de principe entre l'Union européenne et la Chine, donc en matière d'investissement uniquement, que ça a été signé, décembre 2020, janvier 2021, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est très controversé sur, la Chine soi-disant s'est engagée par exemple à faire son maximum pour signer, les accords de l'Organisation internationale du travail, à faire des efforts en matière environnementale. Est-ce que vous y croyez, vous, à cet accord d'investissement avec la Chine, ou est-ce que c'est acheté à la poubelle? Non, ce n'est ni une chose ni l'autre. C'est-à-dire, bien évidemment, l'accord avec la Chine a pris énormément de temps pour cet accord d'investissement a pris énormément de temps pour être accordé et pour être signé. Mais il a été signé. Mais après la signature de l'accord, il faut la ratification de l'accord. Et d'abord par le Parlement européen. Et justement, le Parlement européen, pour l'instant, a gelé la ratification de cet accord. Bien évidemment, on a besoin d'un accord avec la Chine pour l'investissement parce qu'il n'a pas les droits et la capacité des Chinois d'investir en Europe, c'est beaucoup plus important que celle des investisseurs européens en Chine. Et donc, il faut avoir les mêmes règles. Il faut avoir une concurrence loyale. Mais la question, c'est que dû à l'évolution et à la position de la Chine à un certain moment, le Parlement européen a pris la décision de, pour l'instant, ne pas ratifier on n'a pas voté contre la ratification. On a gelé la procédure de ratification de cet accord d'investissement. Et donc justement, la ratification de l'accord a été gelée par le Parlement européen, suite notamment aux sanctions qui ont été prises par la Chine contre certains membres du Parlement européen et contre des institutions européennes. Est-ce que, enfin, quelles sont les conditions du Parlement européen pour que elle dégèle la ratification? Il faut des signes clairs que la Chine respecte les principes, y compris l'attitude de la Chine sur les parlementaires, c'est complètement inacceptable. Parce que le Parlement européen, c'est la maison de la démocratie. Les membres du Parlement européen sont élus par les citoyens, ils représentent les citoyens. Et donc, un député européen, moi, je ne fais pas mon mandat
dans le respect de ce que les expectatives que les citoyens portugais ont sur le travail politique que je peux faire au Parlement européen. Si je me présente candidate lors des élections en 2024, les citoyens peuvent décider de ne pas voter à moi. Donc, mais ça, c'est un droit des citoyens. Ce n'est pas un droit d'un État membre d'empêcher qu'un parlementaire d'un pays entre chez lui. Donc, une des règles essentielles, c'est la circulation, la coopération, la mobilité. Donc, je peux dire que cette décision de la Chine, c'est déjà contre l'accord même, contre l'esprit de l'accord et ce que nous mobilise pour négocier un accord avec la Chine. Alors, une dernière question sur les questions commerciales avant qu'on change de sujet. Alors, c'est pas une politique portugaise, politique allemande. Pendant longtemps, l'Allemagne pardon, avait pour politique cette notion de chain through trade, changer la politique à travers le commerce, et notamment dans ses relations d'une part avec la Chine, mais aussi avec la Russie. Est-ce que c'est enfin, aujourd'hui, on en voit les limites avec la Russie, mais est-ce que vous pensez que avec la Chine, par exemple, c'est quelque chose qui peut avoir du poids, cette idée qu'on peut changer la manière qu'un pays fonctionne à travers le commerce avec l'Union européenne. Donc, il n'est pas notre intention de changer la Chine. La Chine a sa culture, sa tradition, et nous, les Européens, parfois, il y a même des points où l'Europe ne donne pas l'exemple. Et donc, on ne veut pas donner la leçon aux Chinois. Ça, c'est clair. Mais il y a des exigences que nous avons, notamment le respect des droits humains. Et ça, c'est essentiel. Et ça, nous ne gaspillons aucune opportunité de soulever cette question et de combattre pour assurer le respect des droits humains. Parce que, bien évidemment, il y a, comme je disais, des cultures différentes. Il faut respecter la diversité déjà à l'intérieur de l'Union européenne et après avec nos partenaires. Mais la question des droits humains n'est pas négociable. D'accord. Alors, je vais changer complètement de sujet cette fois. On va parler un tout petit peu du Portugal. Le Portugal, comme vous l'avez mentionné brièvement pendant l'interview, a dû appliquer à un moment donné des politiques d'austérité, notamment pendant la crise financière. Donc c'était un moment où l'Europe était assez critiquée parce qu'elle était parfois vue comme étant brutale, comme vous l'avez comme vous l'avez mentionné, pardon. Et pourtant, quand on regarde l'intérêt qu'ont les Portugais pour l'Union européenne, quand on regarde les sondages, les Portugais sont toujours très pro-européens, ils sont très optimistes sur l'Union européenne. Donc comment vous expliquez cet optimisme portugais vis-à-vis de l'Union européenne quand, à côté, on peut regarder ce que pensent les Grecs, ce que peuvent penser les Hongrois, etc. etc. Comment vous expliquez ce rapport qu'ont les Portugais avec l'Union européenne ? Ça, c'est une question très intéressante et je laisse ici une suggestion. C'est regarder l'évolution du niveau de satisfaction des Portugais par rapport à l'Union européenne. Et nous avons, normalement, le chiffre c'est très élevé, c'est-à-dire les Portugais sont très pro-européens, mais au moment de la Troïka, c'est-à-dire au moment des politiques d'austérité de la crise financière 2011, c'est comme ça. C'est réduit énormément le niveau de satisfaction des Portugais. Mais après le gouvernement en 2015, qu'on a réussi à remettre les salaires progressivement, les pensions, les droits sociaux, avec une politique assez différente et dans le cadre du respect de toutes les règles de gouvernance économique de l'Union européenne, le niveau de satisfaction a commencé à augmenter. Et ça, c'est très intéressant par rapport à ce que j'ai dit avant, parce qu'effectivement, ça se voit bien dans le cas du Portugal. Moi, je dis parfois que le Portugal, c'est un case study pour comprendre comment les politiques européennes peuvent influencer la perception des citoyens et la façon dont les citoyens regardent l'Union européenne et voient l'Union européenne. Ça, c'est une évolution. Donc, pendant la Troïka,
le niveau de satisfaction par rapport à l'Union européenne s'est réduit presque à un tiers. Et après, il a énormément augmenté et on est maintenant dans presque les mêmes niveaux qu'on était avant. Et nous avons aussi le fait que les leaders politiques portugais, je parle par exemple du Premier ministre actuellement, António Costa, c'est quelqu'un qui est très engagé dans la politique européenne. Donc, par exemple, pour la création de ce fonds de relance, qui a été tellement important, pour la création de ce fonds, il a fallu une ratification dans tous les parlements des États membres de l'Union européenne, one by one, pas tout, mais presque tout. Ça dépend des constitutions des États membres, mais c'était presque tous les parlements. Et António Costa était vraiment, le Premier ministre portugais, était vraiment très mobilisé pour accélérer ce processus. Donc, ça a été vraiment un engagement. Et par exemple, je pense à d'autres situations en matière de politique de réfugiés, de politique d'immigration. Il est vraiment pro-européen. Et donc, et surtout, il est très, très exigeante ici, dans les institutions européennes et très pro-européen dans sa ligne politique au Portugal. Et donc, c'est ça aussi, ça a été la même chose avec António Guterres, qui aujourd'hui est le secrétaire général des Nations Unies et a été la personne qui a fait tout le travail pour l'adhésion du Portugal à l'euro. Donc, on a vraiment des symboles des leaders politiques qui sont très européens et quand je dis très européen, cela ne veut pas dire son comportement ou ses positions politiques dans les institutions. Je parle aussi des tendances et du contenu du discours et des lignes politiques. Alors, cette fois, comme je regarde l'heure, on arrive vers la fin, donc je vais vous poser mes dernières questions. Si vous aviez une baguette magique, vous pouvez changer ce que vous voulez dans l'Union européenne sur la manière dont on fait la politique. Qu'est-ce que vous changez dans l'Union européenne et pourquoi? Bon, maintenant, ce que je changeais, c'était la situation en Pologne et en Hongrie. Ça allait changer vraiment les choses. Parce qu'il y a un blocage et surtout la situation en Pologne et en Hongrie sont déjà très longues. C'est une longue période de temps. Et il faut vraiment changer. Il faut respecter l'état de droit. Et sinon, ce que nous avons, c'est vraiment une chantage permanente par rapport à certaines décisions politiques. Ce que je changeais au-delà de changer la situation politique en Pologne et en Hongrie, d'abord, je ne vote pas ni dans un pays ni dans un autre. Ce que je peux faire, c'est soutenir mes amis qui veulent effectivement réinstaurer l'état de droit dans ces pays. Je pense que du reste, c'est très difficile, par exemple, de changer les procédures de décision à l'intérieur de l'Union européenne. Elles peuvent être plus rapides, mais une chose est claire. Quand il y a une volonté politique, les décisions sont prises dans une période de temps très petite. Donc, c'est une question de volonté politique. Finalement, ce que j'aimerais bien changer, et c'est pourquoi je trouve qu'il y a des portes qui commencent à s'ouvrir, c'est une plus grande ambition de l'Union européenne en matière de géostratégie et géopolitique et de capacité d'autonomie stratégique de l'Union européenne. D'accord, écoutez, c'est très clair. Et la dernière question traditionnelle sur la chaîne, comment vous vous positionnez sur les débats sur l'Union européenne fédérale? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes entre les deux? D'abord, je reprends les mots de mon ami António Vitorino, actuellement le secrétaire général de l'Organisation internationale des migrations. Il disait souvent que le plus grand mystère, la plus grande faute, c'est utiliser le mot fédéral. Parce que si vous dites je défends le fédéralisme dans l'Union européenne,
On a déjà la moitié des personnes qui sont contre nous parce qu'ils ne sont pas fédéralistes. Mais si vous commencez à parler de la coopération économique, la coopération en matière de défense, la coopération politique, coopération sociale, peut-être budget, peut-être vous arrivez à un moment où vous avez un système fédéraliste sans jamais défendre le fédéralisme en tant que concept. Donc, à mon avis, l'attitude la plus intelligente, c'est renforcer la coopération politique dans le sens de ce que sont les principes du fédéralisme, mais éviter de dire je suis fédéraliste ou je ne suis pas fédéraliste. Mais pour terminer, je suis plus proche d'une plus grande coopération qui va dans le sens du fédéralisme européen. Mais il y a beaucoup de pas qu'il faut donner pour y arriver. Mais mon conseil n'est pas éviter d'utiliser le mot et plutôt un engagement politique dans le sens de développer une plus grande coopération politique. Bah écoutez, pour le mot de la fin, puisque vous donnez un conseil de ne pas utiliser le mot fédéraliste, quel conseil voudriez donner à nos auditeurs? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour finir un peu cette interview, pour finir sur une note positive? Non, je n'ai pas vraiment des conseils à donner. Pour les jeunes qui quittent l'université, je dirais penser à avoir une carrière européenne. Donc, il y a tous les instruments possibles et avoir une carrière européenne. À mon avis, on comprend mieux la vie des gens quand on connaît mieux l'Union européenne. Connaître mieux l'Union européenne, ça donne plus d'engagement à l'Union européenne, des gens par rapport à l'Union européenne, et surtout, je peux même dire, on peut aimer plus l'Europe si on la connaît mieux. Eh ben écoutez, c'est très bien. Moi, en tant qu'ancien assistant, je peux que être d'accord avec vous sur ça. Alors du coup, bah écoutez, merci beaucoup Margaret Marquez d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir. Chat, remerciez-la pour cette interview. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Madame Marquez, je vous souhaite une bonne soirée. Chat, restez avec moi. On va faire le debriefing. Madame Marquez, un plaisir de vous avoir eu avec nous ce soir. Merci encore et à très bientôt. Merci. Au revoir. Alors, hop, je change ça, je retire Zoom, bim bam boum. Alors, on est parti. Alors, qu'avez-vous pensé? Dites-moi tout, vos impressions. Pendant ce temps-là, moi je prends mon petit carnet et on va faire le tour des différents sujets. Merci, c'était génial. Bah écoutez, parfait. Merci, content que ça t'ait plu. Surtout que le fait que ça soit en français, ça s'est fait vraiment au dernier moment. Hein. Moi là-bas, j'étais parti du principe qu'on allait faire ça en anglais et en fait, j'ai reçu un mail ce week-end disant est-ce qu'on peut faire ça en français en fait. Donc j'ai changé ça un peu au dernier moment, mais c'était très bien. Bon, écoutez, moi ça me repose moi, hein, je dois l'avouer. Hein. Mais du coup, alors de quoi on a... Alors, question numéro 1. Est-ce que je commence par l'Ukraine ou est-ce que je finis par l'Ukraine? Parce que j'ai peur de passer une demi-heure sur l'Ukraine tout seul. Bon, ok, je vais garder l'Ukraine pour la fin, parce que sinon je vais vraiment passer mon temps que à parler de l'Ukraine. Comme c'est un peu notre obsession à tous ces derniers jours. De quoi on a parlé sinon? Alors, ça c'est l'Ukraine, ça c'est l'Ukraine. Alors, parlons budget. En français, en plus, la vraie langue diplomatique. Ah, Thomas, avoue-le, tu es Quatremer en fait. T'es Jean Quatremer. Je rigole. Bref, parlons économie, parlons budget. Donc un sujet qu'on a pas mal évoqué, c'est le sujet des ressources propres. Alors les ressources propres, comme on l'a expliqué, c'est les lignes budget, enfin c'est la capacité de l'Union européenne à s'autofinancer. C'est-à-dire que c'est l'argent qu'elle va récupérer sans avoir besoin de demander aux États membres, bah tiens, tu veux pas me filer une pièce pour financer ma politique. En gros, alors je peux pas envie de dire c'est l'équivalent des impôts européens, parce qu'il n'y a pas d'impôts européens, mais voilà, c'est en gros quel argent l'Union européenne peut lever par elle-même. Donc aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, en l'état, il y a 2/3 du budget européen aujourd'hui, c'est les contributions des États membres, donc c'est le chèque que la France fait, c'est le chèque que le Portugal fait, et c'est le chèque que les 27 États membres et au-delà font à l'Union européenne. Et après, le reste, c'est des ressources propres qui viennent de différentes sources. Hein. Par exemple, les amendes qui peuvent être infligées par la Cour de justice de l'Union européenne, ça va dans le budget européen. Il y a une petite partie de la TVA qui va dans le budget européen. Donc c'est de la TVA qui est versée, que les États membres vont collecter et qui vont reverser directement à l'Union européenne.
Dans les ressources futures, alors non, dans les ressources nouvelles, il y a la taxe sur les sacs plastiques non recyclés. Donc, quand il y a un sac plastique qui est non recyclable, il y a une petite taxe de 0,0 quelque chose. Ça va au budget européen. Et maintenant, on parle des futures ressources européennes. Donc, il y a notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc cette espèce de taxe sur les produits qui sont importés en Union européenne pour, en gros, garantir un équilibre en matière de carbone. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on va faire, c'est vous importer de l'acier, je sais pas, d'Inde. Et ben en fait, au moment où cet acier va rentrer sur le marché européen, on va faire payer une taxe qui va correspondre en fait à ce que le prix de l'acier aurait été s'il avait été produit dans l'Union européenne en vertu notamment du marché carbone. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que tout acier qui arrive de l'extérieur va être taxé comme ça. Il y a une possibilité de ne pas payer ce mécanisme si jamais l'importateur peut prouver qu'en fait il a payé l'équivalent déjà dans le pays d'origine. Donc si par exemple, admettons, si en Inde ils avaient payé l'équivalent du marché carbone, dans ce cas-là, lorsque l'acier est importé en Europe, il n'aurait pas à payer ce mécanisme d'ajustement. Mais voilà, c'est une manière un peu de faire un level playing field, comme on dit à Bruxelles, d'égaliser un peu les chances et d'éviter une forme de dumping environnemental notamment. Une autre ressource propre, c'est la taxe sur les services numériques. Donc vous savez, c'était cette taxe qui a été d'abord poussée par Macron notamment, qui a été poussée ensuite par l'Union européenne. L'Union européenne voulait le faire unilatéralement pour taxer en gros les GAFA, pour que en gros l'argent que les GAFA génèrent en Europe soit taxé et pas juste dans le pays d'où ils viennent. Et comme les Américains n'étaient pas d'accord, Trump n'était pas d'accord, il y a eu une négociation dans l'OCDE, donc une négociation internationale, et après moultes aventures, effectivement, il y a eu un accord international qui a été fait via l'OCDE pour créer cette taxe sur, en gros, je crois que c'est les 100 entreprises les plus riches du monde. Alors, il y a des critères... et il y a des critères en plus en termes de capitalisation, etc. etc. Mais en gros, voilà, cette taxe sur les services numériques, quand elle va être mise en place, elle ira dans le budget européen avec pour but notamment de rembourser le fonds Next Generation EU, donc le fonds de relance Covid qui a été créé par l'Union européenne. Mais d'une manière générale, il y a un gros push du Parlement européen et en sous-main de la Commission européenne pour accroître les ressources propres, parce que c'est le moyen de passer outre le bloc, enfin passer outre, oui et non, du moins de ne pas demander plus d'argent aux États membres, puisque les États membres, eux, évidemment, ils veulent pas payer plus à l'Union européenne, hein, ils veulent garder leur argent pour payer leur propre politique. Et il y a aussi ce sacro-saint débat sur le montant global du budget. Donc le budget européen aujourd'hui c'est 1,1% je crois du budget du PIB européen, et les États membres ne veulent pas que ça dépasse plus de 1% du budget parce que voilà, ils veulent pas contribuer plus, même si c'est peanuts. Hein. Pour vous donner un ordre de comparaison, un budget national, ça va être entre 20 et 40% de employés of institution could also contribute. They do. Les employés d'institutions contribuent. C'est-à-dire que quand j'étais assistant, je ne payais pas d'impôt à la Belgique. En revanche, je payais un impôt qui n'était pas fou, on va pas se mentir. Je payais un impôt qui allait directement dans le budget européen. Donc c'est effectivement, les gens des institutions européennes paient des impôts qui vont dans le budget européen, mais on n'est pas sur des montants énormissimes. Hein. Je crois que j'avais ça, t'en bougez pas. J'avais trouvé la statistique. Alors attends, merde. Hop. Si je réussis à retrouver ça en 2 secondes, je vous le dis. Autrement, ça sera tristesse. Alors, mécanisme d'ajustement carbone. Merde, je ne trouve pas. Je suis tristesse. Je suis terrible tristesse. Mais je crois que c'est 2% ou un truc comme ça. C'est vraiment peanuts. Mais en tout cas, les employés d'institutions paient des impôts à l'Union européenne. Ce que les citoyens normaux ne font pas, puisqu'ils paient des impôts au budget national. Ensuite, de quoi on a parlé? On a parlé des critères de convergence, donc ces fameux
les fameuses règles sur le fait qu'il ne faut pas avoir plus de 3% de déficit, qu'il ne faut pas avoir un taux de dette publique de plus de 60% du PIB, etc. etc. Ça, c'est les critères de convergence, les critères de Maastricht qui ont été adoptés en 1995, mais qui ont été suspendus depuis 2020, puisque au début de la crise Covid, la Commission européenne, sous pression des États membres, ont dit, bah écoutez, oui, effectivement, on est dans des circonstances exceptionnelles, donc ces critères de convergence, on va les suspendre, on ne les appliquera pas. Thanks for clarification, you need 2% peanuts. Still better than 0%. On est d'accord. C'est mieux que 0%, et bon, effectivement, c'est normal que les employés d'institutions, s'ils ne paient pas d'impôts nationaux, bah, qu'ils paient des impôts à l'Union européenne, ça me semble normal. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ces critères de convergence, ils sont suspendus depuis 2020, à cause du Covid. Il y avait une discussion pour éventuellement les réintroduire en 2022, mais comme ça continuait, ça a été suspendu encore pour 2022. Donc maintenant, il y a un débat pour leur révision. En gros, depuis l'année dernière, en gros, il y a un débat au niveau des institutions européennes sur le futur de ces critères de convergence pour en gros les actualiser. Et donc il y a un grand débat entre les États membres et au sein de l'Union européenne sur à quoi ça doit ressembler. Et ça donne on va se retrouver avec façon de parler, entre d'un côté ceux qui vont vouloir plus de flexibilité sur les critères de convergence. Donc en gros, en schématisant les pays d'Europe du Sud, donc la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, etc. Plutôt les pays du Sud. Et à côté, ce qu'on appelle les frugaux. Donc ça va être les pays nordiques, les Pays-Bas, et jusqu'à maintenant avec un petit peu le soutien des Allemands, qui eux au contraire veulent garder, c'est des orthodoxes, ils sont pour l'orthodoxie fiscale, donc eux ils veulent des budgets qui sont carrés, où ça dépasse pas, et ils veulent pas en gros que leur budget finance les déficits des pays du Sud, en caricaturant. Donc c'est les pays nordiques et les Pays-Bas, qui eux veulent garder des critères de convergence qui considèrent comme étant importants pour éviter qu'on commence à acheter l'argent par les fenêtres, en gros, pour schématiser. Et un des gros soutiens-poids pour ces frugaux, c'était l'Allemagne jusqu'ici, puisque les Allemands étaient partisans, historiquement, c'est l'orthodoxie fiscale, ils étaient partisans de ce qu'on appelle le Schwarznull, le zéro noir, qui est en gros le concept qu'un budget n'a pas de déficit. C'était un concept très, très allemand, le Schwarznull. Et or, dans la nouvelle coalition au pouvoir, donc il y a le nouveau gouvernement allemand, qui est une coalition entre les socialistes, les libéraux et les verts. Ce sujet du Schwarznull a été un peu flexibilisé, ou dans le sens où, sous l'impulsion notamment des verts, les Allemands ont dit ok, on peut avoir une discussion sur les critères de convergence, on peut avoir une forme de flexibilité. Ça n'est pas très clair pour le moment ce qu'ils entendent par ça, parce qu'évidemment il y a des tensions au sein du gouvernement entre évidemment d'un côté les libéraux, le ministre des Finances et Christian Lindner, donc le leader des libéraux allemands, mais même le chancelier allemand, Olaf Scholz, il appartient à une faction des socialistes qui est orthodoxe fiscalement. Je veux dire, Olaf Scholz, c'était le ministre des Finances sous Merkel, donc c'était pas... on n'était pas... il n'est pas étranger au truc, quoi. Mais dans tous les cas, les Allemands maintenant sont ouverts à ce qu'il y ait une forme de flexibilisation de ces critères de convergence, donc on va bien voir ce que ça va donner. Qui plus est, maintenant que il y a un vrai push sur la question de l'Europe géopolitique, ce qu'on entend depuis une semaine, c'est des choses qu'on n'aurait pas envisagées il y a 2 semaines, et encore moins il y a 1 an et 2 ans, etc. Donc il y a de plus en plus un consensus, au moins politique, sur l'idée que voilà, l'Europe va devoir payer plus, les États vont devoir payer plus, et donc va peut-être falloir faire preuve d'un peu plus de flexibilité. Qui plus est, comme l'a dit la députée pour l'interview, ces critères de convergence, ils ont été faits sur une base économique qui était celle de 95, qui n'est pas celle de 2022. Donc il y a un besoin d'évolution. Que dire d'autre ? J'avais voulu poser la question justement sur le semestre européen, donc en gros les objectifs que l'Union européenne fixe en matière économique en coopération avec les États membres, et donc le mythe qu'en gros quand une politique économique est mise en place dans un État membre, c'est la faute à Bruxelles, parce que Bruxelles et la Commission européenne forcent un État membre à le faire. Elle dit non, c'est pas du tout ça. Les États membres font ce qu'ils veulent, et le semestre européen, ça fixe juste des objectifs généraux. Il n'y a pas de... La Commission ne force pas les États membres à faire quoi que ce soit.
que je regarde l'heure. De quoi on a parlé d'autre? On a parlé de la Chine, mais je pense pas. À moins que vous ayez des questions sur la Chine et les accords commerciaux, je pense que je peux passer au sujet suivant, sauf encore une fois si vous avez des questions. Et on va revenir sur l'Ukraine. Donc aujourd'hui, gros débat au Parlement européen sur l'Ukraine, la situation de l'Ukraine évidemment. Et on a eu, c'était le gratin, hein. Aujourd'hui on avait les présidents des institutions qui parlaient, Van der Leyen, Charles Michel, le représentant Joseph Borrell, on a eu le président ukrainien, on a eu le président de la Rada, donc le Parlement ukrainien, donc c'était un peu le Gotha, il manquait juste Macron, on aurait eu vraiment le bingo en matière de leader européen. Et du coup, ça a parlé justement sur l'interprétation, enfin, la vision de l'Union européenne sur la crise ukrainienne. Et j'ai suivi ça ce midi, pardon. C'était très intéressant et très fort comme discours, dans le sens où on a eu vraiment, quand on écoutait par exemple la présidente du Parlement européen, non pas Estrella, oh merde, je suis fatigué, Roberta Metsola, donc la nouvelle présidente maltaise du Parlement européen, elle a fait un discours, c'était temps de guerre, quoi. En gros, on l'écoutait, c'était limite l'Union européenne était elle-même attaquée par la Russie. Ce qui, en gros, et c'était un thème qui est revenu beaucoup dans les discours, que ce soit des présidents d'institutions ou des députés qui sont exprimés, c'est l'idée que voilà, en fait, la question ici, le débat, c'est pas tellement l'Ukraine, c'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine, en gros, c'est une guerre entre les valeurs démocratiques et l'autoritarisme. Et donc à partir de là, on doit être solidaire des Ukrainiens. C'était le président de la Rada, donc le Parlement ukrainien, qui disait voilà, en substance, il dit voilà, si l'Ukraine tombe, vous êtes les suivants sur la liste de Poutine. Il ne s'arrêtera pas là. C'était le message des Ukrainiens. Alors, il est un peu exagéré, hein, bien évidemment, mais bon, vu les circonstances, on peut les comprendre qu'ils exagèrent un petit peu, ou du moins qu'ils sont un peu forts dans la manière de formuler les choses, mais il n'empêche que aujourd'hui, dans les institutions européennes, il y a un esprit. C'est pas un sujet qui est loin de nous. C'est une guerre qui est indirectement contre nous aussi, contre la démocratie, et on peut pas laisser passer. On ne peut pas laisser passer. Et il y a vraiment un avant et un après. Alors, je fais tomber mes trucs. Et justement, Margaret Marquez, elle a fait mention de la vitesse. Ça a été montré notamment par la vitesse de prise de décision des Européens au cours de la semaine passée. Et aussi sur le Covid, hein, puisque cette semaine, on a pris des décisions en 24 heures, alors que normalement, ça prend des mois. Donc ça montre bien qu'il y a une prise de conscience de l'importance du sujet. Et surtout, c'est tous les jours, en fait, il y a des nouvelles décisions qui sont prises. Je veux dire, rien que la semaine dernière, donc entre mardi, le moment où la Russie annonce qu'elle reconnaît l'indépendance des régions séparatistes à l'est de l'Ukraine, et on va dire dimanche, il y a 4 ou 5 paquets de sanctions, donc quasiment un paquet de sanctions qui est adopté par jour, qui traduit en fait l'évolution interne du rapport de force entre les États membres, où en gros, lentement mais sûrement, il y a une prise de conscience de la gravité de la chose, et donc il faut monter la pression. Et un certain nombre de tabous politiques qui étaient là jusque-là, ils sautent, hein, que ce soit le Nord Stream 2, donc le pipeline qui relie l'Allemagne à la Russie. Les Allemands jusqu'ici refusaient toute forme de sanctions contre le pipeline. Maintenant, Olaf Scholz a dit très clairement qu'il suspendait la certification, donc autrement dit, le pipeline n'allait pas rentrer en usage. Que ça soit, pareil, l'Allemagne qui déclare énorme changement de politique intérieure, dire voilà, on va réinvestir dans la défense, on va investir 100 milliards d'euros, dans 100 milliards d'euros dans l'armée allemande pour relancer, pour faire en sorte qu'on ait une armée qui fonctionne, qu'on puisse faire nos contributions à l'OTAN, etc., etc. Des sanctions financières, on a suspendu un certain nombre de banques de SWIFT, donc le mécanisme de certification et pas de certification, mais en tout cas de festation, d'automatisation des virements. Rapidement n'était pas forcément permise parce que la menace plane depuis quelques mois et donc les négociations étaient déjà plus ou moins faites. Alors oui, tu as raison. Tu as raison dans le sens où effectivement, je veux dire, la question de l'Ukraine et de la Russie, ça n'a pas commencé il y a une semaine. Ça fait des mois effectivement qu'on en parle, et ça fait des mois effectivement que la Commission européenne discute avec les États membres des packages de sanctions qu'elle pouvait faire. Mais néanmoins, les sanctions qui ont été prises jusqu'ici, même s'il y avait quelques discussions préliminaires,
c'était pas sur ce qui était sur la table la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines, il y a 15 jours, c'était pas sur la table. Là, il y a 15 jours, en gros, les sanctions envisagées contre la Russie, c'était sanctions individuelles, donc en gros, suspendre, enfin, geler les fonds d'un certain nombre de Russes sur le territoire européen. C'était éventuellement sous énorme pression évidemment sur la question du Nord Stream 2, mais les Allemands étaient en grosse résistance. Il y avait très vaguement des débats sur le SWIFT, etc. Mais on était, par exemple, on parlait pas du tout de la question de suspendre complètement, de fermer complètement l'espace aérien européen à tout avion russe. Il n'y avait pas du tout de discussion sur le fait de suspendre, d'interdire Sputnik et Russia Today d'émettre en Europe. On n'était pas sur les questions d'aller carrément saisir les ressources des oligarques, les bateaux, les yachts des oligarques en Europe. Enfin, tout un ensemble de décisions qui ont été prises en termes de sanctions qui ont été prises entre jeudi et dimanche, même s'il y avait quelques discussions très générales, c'était pas dans le package. En gros, c'est vraiment sous la pression du truc. Les gens disent ok, là faut marquer la ligne rouge parce que sinon sinon après c'est la merde. Est-ce que c'est country excluding luxury goods from the sanctions? Alors effectivement, il y a eu des discussions effectivement sur les sanctions économiques. Alors je ne sais pas si au final ça a donné ce que ça a donné, mais je sais que effectivement il y a des discussions puisque effectivement sur un certain nombre de produits de luxe, certains pays, par exemple la Belgique ou l'Italie, demandaient des exceptions pour certains produits de luxe. Pourquoi? Parce que leur économie, ils ont un secteur économique qui dépend des Russes qui achètent des produits de luxe. Par exemple, les Belges voulaient une exception pour la vente de diamants. Les Italiens voulaient une exception sur la vente de certains produits de luxe parce que ils avaient leur économie. En gros, il y avait une question d'intérêt national, d'intérêt économique national. Tout comme les Italiens, les Français étaient pas chauds pour complètement virer les Russes de SWIFT. Pourquoi? Parce que les banques italiennes, les banques françaises sont très exposées en Russie. Donc s'ils étaient exclus de SWIFT, ça veut dire que les banques françaises et les banques italiennes n'avaient plus aucune garantie. RT a du succès en Europe, quel risque de l'instant soit traité de dictatorial en 2-3 ans? Alors RT a du succès en Europe, je suis honnêtement incapable de dire quel est le succès de RT en Europe, parce que j'avoue je ne regarde pas RT, même si ils ont mis beaucoup de moyens, là-dedans, et c'est considéré comme un média, un gros média. Alors quand tu dis l'instance soit traitée de dictatorial, tu veux dire la décision de les exclure? Si c'est ça, le débat est déjà là, puisque RT, notamment RT France, a dit que voilà, c'était de la censure contre ce qui... Alors c'est très drôle quand ils le disent, hein. C'est une atteinte à la liberté d'expression et de la censure que de s'attaquer à ce qu'ils appellent le seul média non aligné, entre guillemets. Donc bon, la notion de Russia Today non aligné, bon, c'est en termes de blague carambar, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, il y a un débat, et c'est pour ça que la Commission européenne, pour le moment, même s'il y a eu les déclarations que RT et Sputnik allaient être suspendus, on ne sait pas encore exactement comment ils vont faire. Je crois que ce soir, ils avaient prévu au Conseil de prendre les décisions, mais par exemple, on n'est pas sûr de quel outil juridique ils vont prendre. Parce qu'effectivement, une crainte, c'est par exemple que la Russie commence à censurer les télévisions nationales, puisque par exemple, l'Allemagne avait décidé déjà de bloquer Russia Today sur le territoire allemand, et en représailles, la Russie avait suspendu sur le territoire russe des chaînes allemandes. Les Anglais, par exemple, eux, ont décidé pour le moment, de ne pas suspendre Russia Today et Sputnik, parce qu'ils ont peur que les Russes suspendent BBC en Russie. Et leur argument, c'est de dire, voilà, si on suspend BBC en Russie, en gros, c'est une source d'information fiable que les Russes n'auront plus. Donc il y a clairement des débats politiques et juridiques sur ça. Mais en tout cas, d'un point de vue politique, il y a clairement cette idée que voilà, on peut plus laisser ces médias
faire la propagande, faire la propagande de la Russie. Que ça n'est pas des médias normaux, c'est pas sûr que France 24 soit très regardé là-bas. Effectivement. Encore qu'il y a France 24 en russe, attends, bouge pas. Je vérifie. Je crois qu'il y a France 24. France 24 russe. France 24 Russie. Alors non. Politique russe. Je ne vois pas de France 24 russe. Je vois des articles de France 24 sur la Russie, mais je ne vois pas France 24 en russe. En revanche, pour ce qui est des Britanniques, oui, la BBC c'est un média référence, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai que voilà, comme tu le dis, il y a un débat juridique et politique sur où est-ce qu'on trace la ligne dans le sable. Parce que et la Commission européenne elle-même est prudente sur le sujet en disant voilà, c'est pas une question d'interdire un média parce qu'on ne considère pas RT comme étant un média. Ils considèrent ça comme étant un truc de propagande. Donc c'est. Mais clairement, il y a un débat. BBC World. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je racontais sinon d'intéressant ou de moins intéressant? Oui, voilà. Donc sur Russia Today et Sputnik, ils sont encore en train d'affiner les outils politiques et juridiques pour faire tout ça. Moi, initialement, je pensais qu'ils allaient utiliser la directive AVMS, donc qui est la directive européenne sur les médias audiovisuels. Mais visiblement, la Commission ne veut pas passer par là parce que ils sentent une vulnérabilité et ils ne veulent pas donner l'impression qu'ils sanctionnent un média traditionnel. En gros, pour eux, Russia Today et Sputnik ne peuvent plus être considérés comme des médias classiques. Mais bon, tout ça pour dire que sur la question des sanctions, il y a un vrai avant-après, quoi. Le problème de RT, c'est que c'est pas clairement de la propagande, du fait qu'ils ont de la désinformation anti-vaccin en France et de l'incitation à la vaccination en Russie. Oui, c'est pas le seul truc sur lequel ils font de la propagande. Hein. Je veux dire, tu regardes ce qu'ils font sur la couverture de l'OTAN, du conflit en Ukraine, etc. C'est la ligne russe. Hein. C'est pas. C'est clairement pas autre chose. Ce qu'ils appellent être non aligné, c'est le playbook russe, quoi. En gros, à mon avis, je cherche un équivalent de Russia Today. J'ai pas envie de dire Radio Free Europe, donc qui était en gros la radio financée par les États-Unis, qui a été créée pendant la guerre froide, notamment pour aller faire de l'information dans les pays soviétiques. Mais dans tous les cas, c'est clairement identifié par la Russie comme étant un vecteur d'influence, ou du moins en fait, enfin, le but de la désinformation, qui puise la déformation à la russe, c'est pas de changer les opinions. Le but de la désinformation russe et de Russia Today, c'est de troubler l'eau. En gros, c'est de faire en sorte que les citoyens se disent je ne peux plus, il n'y a plus de médias fiables, je ne peux plus me fier à qui que ce soit, et donc il y a une vérité est équivalente à une autre. Et donc il n'y a plus d'absolu. C'est ça l'objectif de la désinformation russe. Que une russe passe sur RT, pourquoi pas, mais changer de message en fonction des pays pour les déstabiliser, c'est différent. Effectivement. Là, on est... quand on passe dans un objectif de déstabilisation, on est dans une forme de guerre. C'est de la guerre psychologique, de la guerre informationnelle. C'est les guerres hybrides. Les Russes ont pratiquement écrit le playbook en matière de guerre hybride, à tous les niveaux. Donc c'est clair et net. Bref, je vais passer directement sur l'Ukraine, vite fait sur la question de l'adhésion à l'Union Européenne, puisque beaucoup de gens s'excitent sur ça. Alors, comme elle l'a dit, comme la députée l'a dit elle-même, l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'Union Européenne demain, hein, ou même dans un mois, ou même dans 6 mois. Hein, c'est oublié. C'est pas comme ça que ça marche. Ils en font des tonnes parce que voilà. Encore une fois, pour des raisons de morale, pour des raisons politiques, etc., et de communication, ils doivent en faire des tonnes, et l'Union Européenne elle-même, l'Union Européenne joue le jeu parce qu'elle voit l'intérêt en termes politiques à le faire. Mais dans tous les cas, l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'Union Européenne maintenant. Clairement pas. De base, elle va pas rentrer dans l'Union Européenne tant qu'il y a un conflit. Hein,
Clairement pas, parce que ça voudrait dire que l'Union Européenne automatiquement rentre en guerre avec la Russie. Donc on commence passablement la Troisième Guerre mondiale. On va éviter. Et à côté, donc là, ce qui a été fait, c'est la candidature à la candidature, entre guillemets. Donc la Russie, pardon. L'Ukraine a formellement demandé à l'Union Européenne de la reconnaître comme étant pays candidat à rentrer dans l'Union Européenne. Ce qui, j'ai entrevu sur Twitter un extrait d'une interview que Skinas donnait, donc le commissaire européen à la promotion de... alors merde, je connais pas la traduction française. Le commissaire à la promotion du mode de vie européen, en gros. Je passe, c'est un mix de migration, d'élargissement, enfin bref, c'est un mix un peu de tout. Et donc lui disait que, a priori, le Conseil allait probablement reconnaître cet acte de candidature, c'est-à-dire qu'ils allaient accepter que politiquement l'Ukraine fait acte de candidature, mais ça va prendre des années. Ça va prendre des années parce que même une fois que la guerre sera terminée, ça prendra des années parce que il y a tout un tas de critères qu'un État doit suivre avant de pouvoir rentrer dans l'Union Européenne. Par exemple, il faut s'assurer que l'État en question adopte un certain nombre de législations européennes pour s'assurer que quand ils rentrent dans l'Union Européenne, en gros, ils appliquent déjà les lois de l'Union Européenne. Il y a des critères économiques pour s'assurer que l'économie atteint un seuil stricto minimum pour pouvoir suivre ce que les Européens font. Il y a des réformes institutionnelles, s'assurer que l'état de droit, évidemment, l'indépendance de la justice, etc., etc. Et c'est des process qui prennent très très longtemps, hein, très très longtemps. Même, même des candidats idéaux, vous prenez les pays nordiques, le Danemark, vous prenez les Autrichiens, vous prenez la Croatie, etc. Ça prend une dizaine d'années en temps normal. En temps normal, ça prend une dizaine d'années pour un pays de rentrer dans l'Union Européenne. C'est... attends juste, je regarde un truc. Je crois que j'ai une code qui a merdé. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, je réglerai mes codes plus tard. Bref. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, tout ça pour dire, l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'Union Européenne tout de suite. Les États membres sont divisés. La France, par exemple, elle est pas très chaude pour des élargissements à court terme. Parce que, en gros, d'une part, l'opinion publique est pas prête pour ça. Et ensuite, on est encore en train de digérer l'intégration des pays de l'Est. Et je parle pas de la tronche que feraient les pays des Balkans si jamais soudainement, alors que ça fait bien 10 ans, 15 ans qu'ils sont eux-mêmes dans la file d'attente que soudainement on leur dit en fait les gars, vous allez encore attendre, mais l'Ukraine, dans 6 mois ils rentrent dans l'Union Européenne alors qu'ils sont encore en guerre, qu'ils ont pas fait un dixième du travail que vous avez fait en matière pour rattraper le retard, etc. etc. Donc oui, effectivement, voilà, ça va pas se passer. Ça va pas se passer. Bref, c'est tout ce que j'avais sur mes notes. À défaut de questions ou commentaires de votre part, je vais faire rapidement ma petite conclusion. Donc j'espère encore une fois que ça vous a plu. Demain, on est de retour en français. Donc cette semaine, c'est une semaine quasi exclusivement française, francophone. C'est pas volontaire, mais bon, c'est comme ça. Demain, à 8h, j'organise un débat sur la chaîne sur la régulation du numérique, avec ce qu'on appelle le DSA et le DMA. Donc je vous expliquerai tout ça demain. J'ai invité 2 députés européens pour débattre. Le député sur la liste française, mais italien, Sandro Gozzi, du groupe Renaissance, et le député français Emmanuel Morel, du groupe The Left, l'extrême gauche en gros, pour venir débattre de ce sujet-là. Donc c'est demain à 8h. Venez, je pense que c'est la première fois que j'organise un débat sur la chaîne. Je pense que ça sera très intéressant. Et sinon, comme d'habitude, on se retrouve le dimanche à 18h pour la revue de presse en français et à 20h en anglais. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, évidemment, n'hésitez pas à lâcher le petit follow. Vous pouvez... Alors non, merci, j'écris follow, ça va pas marcher. Vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez le lien là tout de suite dans le chat. Discord, Twitter, toutes les bonnes choses. Donc n'hésitez pas à cliquer. Et si vous êtes vraiment généreux, vous pouvez même lâcher une pièce à votre streamer via Ko-fi. Et sur ce, les gars, je vous souhaite à tous
une bonne soirée et je vous dis, j'espère, à demain. À très bientôt.